Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Ili, la nouvelle victime de l'offensive judiciaire lancée en Algérie contre depuis son patron depuis la chute du président Abdelaziz Bouteflika, Abdelmoumen Ould Kadour, le patron de la Sonatrach, a été limogé ce mardi 23 avril. Komi Kouché salue une victoire du droit sur l'arbitraire et l'acharnement politique. L'ex-ministre de l'économie du Bénin ne sera pas extradé vers son pays. La justice espagnole a rejeté ce mardi la demande exprimée par les autorités béninoises. Et puis les journalistes de la santé au Cameroun engagés contre la propagation des infections sexuellement transmissibles chez les jeunes. Des journées de sensibilisation sont organisées à Yaoundé pour mieux outiller les élèves. Vaste opération anticorruption en Algérie engagée après la chute d'Abdelaziz Bouteflika. L'enquête a permis l'arrestation et le limogeage de plusieurs hommes d'affaires réputés proches de l'ex-chef d'État algérien. Toutefois, les manifestants poursuivent encore leur offensive et continuent à réclamer le départ de l'ensemble du système. Les précisions de Corinne Comdem. En Algérie, la chasse aux sorcières contre les oligarques algériens se poursuit. Après le milliardaire Issa Rebrab et les frères Kouninef, ce mardi 23 avril, le président par intérim Abdelkader Ben Salah a démis de ses fonctions le président de la compagnie pétrolière Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kadour. Il y a des figures emblématiques. Ce qu'on doit savoir, la Sonatrach, c'est la vache à lait du pouvoir politique algérien. C'est un État dans l'État, c'est le cœur de cet argent visible et invisible, et donc c'est vraiment un symbole. Et donc c'est normal que le responsable de Sonatrach soit écarté, ou en tout cas traité de cette manière-là. Ça fait partie du système. Et ceux qui connaissent l'Algérie savent ce que c'est la Sonatrach, et c'est symbolique dans l'imaginaire algérien. Pour le remplacer, le président par intérim a nommé le directeur de la production et de l'exploration de Sonatrach, Rachid Hachichi, au poste de PDG de la société. L'actuel chef du gouvernement n'a donné aucune explication quant au limogeage de M. Kadour. Pour certains analystes, cette décision aura un rapport direct avec les relations étroites que ce dernier entretenait avec l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, qu'il avait nommé à la tête de la Sonatrach en mars 2017. Aujourd'hui, petit à petit, les têtes tombent parce que, en fait, il y a des symboles qui incarnent la dérive d'un système. Et donc, ça va être prioritairement ciblé au départ. Les différents limogeages sont en effet considérés comme un moyen d'apaiser les Algériens en semblant s'éloigner de l'établissement de Bouteflika. La nouvelle direction par intérim souhaite faire une déclaration concernant son engagement déclaré à assurer une transition démocratique réussie. Le verdict est tombé mardi 23 avril. L'ex-ministre de l'économie du Bénin, Komi Kouché, ne sera pas extradé. La justice espagnole a rejeté la demande introduite par le gouvernement du Bénin. Mais quelles ont été les raisons qui ont motivé cette décision? Élément de réponse avec Sharon Camara. La justice espagnole a tranché. L'ancien ministre béninois des Finances, Komi Kouché, ne sera pas extradé vers le Bénin, comme le réclame la justice de son pays. Selon la justice espagnole, les éléments justificatifs de la demande d'extradition formulée par l'État béninois ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale. Les juges espagnols estiment également que les motifs évoqués dans le dossier sont purement politiques et non juridiques. Selon les juges espagnols, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir une infraction à la loi pénale. Parce que pour qu'un pays ordonne l'extradition, il faudrait que les éléments, les faits portés à la connaissance de cette juridiction constituent une infraction au regard de la loi de ce pays-là. Pour les juges du tribunal de première instance de Madrid, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET, censée juger Komi Kouché, dans son essence ne respecte pas les principes élémentaires du droit et n'offre aucune garantie d'un procès équitable. Le verdict rendu par la justice espagnole ne laisse par ailleurs aucune possibilité au gouvernement béninois de faire appel de la décision. L'État béninois savait bien évidemment que le mandat d'arrêt qui avait été délivré n'est plus en vigueur. D'autant plus que le juge qui l'a délivré l'a déjà retiré, l'a déjà annulé.
Pour rappel, Komi Kouché, qui a dirigé le fonds de microfinance entre 2009 et 2013, était poursuivi pour détournement présumé de deniers publics au préjudice de celui-ci. Un mandat d'arrêt international émis par la justice béninoise avait conduit à son arrestation le vendredi 14 décembre 2018 à Madrid par la police espagnole alors qu'il était en transit vers Paris. L'intéressé a salué la décision rendue ce 23 avril par la justice espagnole comme une victoire du droit sur l'arbitraire et l'acharnement politique. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi poursuit sa tournée des provinces. Ce mardi 23 avril, le chef de l'État était à Kisangani, dans la province de la Chopo. Il a inauguré le pont Lubuntu dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours. Reportage de notre correspondant Chakamboka, commenté par Viviane Baoken. Kisangani a accueilli ce mardi 23 avril le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui dans le cadre de son programme d'urgence de 100 jours, mais aussi de contact avec la population du Congo profond, a entamé depuis quelques semaines une tournée dans les provinces. Ici, Félix Tshisekedi va procéder au lancement de divers travaux d'intérêt commun. Dans ce cadre, le chef de l'État a inauguré le pont Lubuntu qui relie la province de la Chopo à celle du Maniema. Long de 30 mètres et d'une capacité de 60 tonnes, les travaux de ce pont n'ont duré que 25 jours. Notre promesse était de travailler pour le peuple. C'est la raison de ma tournée dans les provinces. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui ont porté leur choix sur moi et signifier aussi à ceux qui ne m'ont pas voté que je suis aussi leur président. Troisième ville du pays, Kisangani est le chef-lieu de la province de la Chopo, démembrée de la province orientale. Une ville qui représentait dans le passé un atout majeur pour l'économie du pays, mais aujourd'hui démunie de presque toutes les infrastructures de base. La population attend du chef de l'État des actes concrets pour le développement de sa province. Nous avons tant de difficultés dans cette ville. Nous avons des problèmes d'électricité et de routes. Toutes les routes ici ne sont plus en bon état. Ainsi, nous demandons au président de la République et ceux qui l'accompagnent d'œuvrer pour trouver des solutions aux problèmes de cette ville. Conscient des attentes de la population, le président de la République, qui revient dans cette ville après son passage en décembre 2018 lors de la campagne électorale, a soutenu devant la population de cette partie du pays que son gouvernement, dont la publication sera annoncée dans les jours qui viennent, va s'atteler à trouver des solutions rapides aux maux qui rongent cette entité territoriale. 3,6 milliards de dollars, c'est la somme que les autorités kenyanes espèrent solliciter de la part de la Chine. Une enveloppe financière destinée au financement de l'extension du chemin de fer reliant Nairobi à Naivasha et Kisumu, puis vers l'Ouganda voisin. Toutefois, ce prêt représente un risque pour la dette publique du pays. Les précisions de Ange Bijou-Nomenyo. Le Kenya est en quête de financement pour son projet d'infrastructure ferroviaire. Selon des médias locaux, les autorités du pays espèrent mobiliser 3,6 milliards de dollars auprès de la Chine pour parachever le projet. L'extension du chemin de fer au Kenya devrait permettre de booster les échanges commerciaux dans la sous-région. Le Kenya est un pays suffisamment vaste qui a besoin de lignes de transport assez développées qui, si elles sont bien gérées, pourraient contribuer énormément à l'expansion de sa production, à l'accroissement du produit intérieur et donc aussi à l'amélioration du revenu qui servira au remboursement de la dette. Ce secteur peut à lui seul rembourser la dette s'il est géré efficacement. C'est une question de gestion de la dette. Une analyse de viabilité de la dette par le Fonds monétaire international en octobre 2018 élevait le risque de surendettement à modéré. Le Kenya pourrait recourir à d'autres mécanismes de collecte pour financer son projet ferroviaire. Il y a plusieurs mécanismes de financement. Il n'y a pas que les emprunts à des pays étrangers. Il y a moyen, vu la taille de l'économie kenyane, de développer un système de financement de partenariat public-privé où, par exemple, l'État peut émettre des obligations à des nationaux qui peuvent donner l'argent à l'État et l'État sera capable de financer son projet de ferroviaire. Selon la Banque africaine de développement, la croissance du produit intérieur brut réel du Kenya atteindra 6% en 2019 et 6,1% en 2020 grâce à l'amélioration de la confiance des entreprises, à la stabilité macroéconomique continue, au tourisme et au renforcement de l'économie mondiale.
Au Cameroun, les statistiques révèlent que les jeunes âgés de 15 à 24 ans constituent la cible majeure la plus infectée par le VIH. Dans le pays, à Yaoundé, des journées de sensibilisation à l'attention des élèves des lycées et collèges sur les infections sexuellement transmissibles sont organisées. Objectif affiché, prévenir certaines maladies en milieu scolaire. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. C'est ici, au collège Mongobeti, dans l'arrondissement de Yaoundé 5e, que les élèves ont été mobilisés pour prendre part aux journées d'échange avec les professionnels de la santé. Ils ont été outillés sur les infections sexuellement transmissibles, le VIH, les hépatites, ainsi que les grossesses non désirées. Des maladies dont les forts taux de prévalence sont enregistrés chez les adolescents. Les précautions que je dois prendre en tant que jeune sont pratiquer l'abstinence et connaître mon statut sérologique. Et si on voit qu'on ne peut pas pratiquer l'abstinence, on peut soit avoir un seul partenaire ou surtout être fidèle, un peu ça. Et utiliser les préservatifs, c'est important. Selon les statistiques, les jeunes de 15 à 24 ans constituent la cible majeure la plus infectée par le VIH au Cameroun. D'où l'urgence pour les professionnels de la santé de mettre en place des plateformes de discussion et d'échange avec cette couche exposée. Ce sont des jeunes en milieu scolaire, donc ils avaient déjà un minimum d'informations, mais il y avait aussi certains qui avaient des informations totalement erronées. Il y a par exemple une élève qui nous a fait comprendre que le paludisme était une infection sexuellement transmissible. Donc nous pensons donc qu'ils avaient des informations, mais il était bon de les apporter une bonne information. Ils ont été suffisamment participatifs, ils ont posé beaucoup de questions. D'ailleurs, même au moment où on a décidé de clôturer notre échange, il y avait encore des questions. Le Comité national de lutte contre le sida, l'ONG Femmes Santé, sont les partenaires techniques de ces journées d'échange. Ils se déploient dans les lycées et collèges du Cameroun pour bâtir des établissements sans IST, VIH et les hépatites. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.